Quelle est la différence entre cette voiture et cette voiture? Eh bien, cette voiture est un véritable espion roulant. Elle ne fait pas que vous transporter d'un point A à un point B. Elle collecte une quantité astronomique de données sur vous et vous n'en avez même pas idée. Des données accessibles aux constructeurs, aux GAFAM, aux forces de l'ordre et surtout revendues plus tard par des data brokers. Dans cette vidéo, on va tout passer en revue, tout ce qui est collecté à bord de la voiture, ce que l'environnement extérieur peut capter quand vous roulez, comment la police y accède et l'exploite et qui revend quoi à qui. Si vous appréciez mes vidéos, c'est le moment de vous abonner à la chaîne, vous pouvez cliquer juste ici et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous parle sans cesse des téléphones sur cette chaîne, mais la voiture c'est vraiment pire que tout ce que vous connaissez. C'est le pire produit technologique existant en matière de vie privée et c'est pas moi qui le dis. En 2023, Mozilla, la fondation derrière Firefox, a évalué 25 constructeurs automobiles. Et le verdict, c'est que la voiture est la pire catégorie de produits jamais analysés, pire que les applications de rencontres, pire que les assistants vocaux, pire que les montres connectées. Il faut savoir que 84% des constructeurs déclarent pouvoir partager vos données personnelles, 76% peuvent les vendre et 92% d'entre eux ne vous donnent pas le droit de supprimer ces données. Allez, avant de commencer, un mot sur le sponsor de cette vidéo, Incogni. Et pour une fois, la transition est évidente. Je vous ai annoncé la couleur, votre voiture peut collecter énormément de données sur vous, mais le vrai problème, c'est ce qui se passe ensuite. Toutes ces informations peuvent rejoindre un marché très vaste, beaucoup plus large, celui des data brokers, les courtiers en données. Et leur métier, c'est de collecter et de croiser et de revendre toutes vos informations, que ce soit nom, adresse, numéro de téléphone, email, habitude d'achat, centre d'intérêt, situation professionnelle et parfois des catégories beaucoup plus sensibles. Vous êtes le produit. Tous les jours, je vous parle des fuites de données, de la manière de protéger vos données personnelles. Mais là, ce sont des données que vous avez offertes à des acheteurs peu scrupuleux. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de reprendre un peu de contrôle. Incogni sert justement à faire le ménage dans tout cet écosystème. Le service contacte à votre place des centaines de data brokers et de sites de recherche de personnes en Europe, dans le monde. Il leur demande de supprimer vos informations personnelles. Ils vont suivre les réponses puis relancer régulièrement jusqu'à ce que vos données soient réellement supprimées. Et il faut bien comprendre que ces bases-là, elles peuvent se reconstituer. Là, je vous montre mon propre dashboard. Vous avez vu, les demandes sont envoyées, elles sont en cours de suppression et je suis les réponses et l'avancement au jour le jour. Et moi-même, je n'avais pas imaginé en fait qu'il y avait autant d'informations sur moi qui circulaient et dont j'allais devoir demander la suppression. Et ce que j'apprécie avec le service d'Incogni, c'est que c'est pas juste on s'en occupe à votre place. En fait, vous pouvez suivre les demandes, vous pouvez suivre les réponses et voir exactement ce qui se passe et où en est le nettoyage. En fait, on devrait tous pouvoir faire ça. Mais voilà, c'est typiquement le genre de démarche qui demande beaucoup de temps et auquel on ne peut pas se tenir. Incogni le fait automatiquement pour vous et ce sont des données personnelles en moins dans la nature. Incogni vous propose aussi des suppressions personnalisées sur certains abonnements. Vous avez juste à fournir le lien de la page et ils vont s'en occuper à votre place. Et pour protéger tous vos proches, il existe également une formule famille. Le lien est en description, vous bénéficiez de 60% de réduction en cliquant dessus et vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc vous pouvez tester le service tranquillement et voir ce que ça donne sur vos propres données. Allez, on reprend parce que justement maintenant, on va regarder comment les données issues de votre voiture peuvent alimenter cette chaîne de data broker. Et pour ça, on va commencer avec tout ce qui vous espionne à l'intérieur et notamment un système que beaucoup de conducteurs ignorent jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Depuis le 6 juillet 2022, en application du règlement européen 2019-2144, un règlement que vous ne connaissez peut-être pas, tout nouveau type de véhicule homologué en Europe doit embarquer un EDR, un Event Data Recorder. C'est une boîte noire. Depuis juillet 2024, c'est obligatoire sur tous les véhicules neufs, vendus et sans aucune exception. Quand le véhicule subit une décélération brutale ou que les airbags se déploient, l'EDR sauvegarde les 5 dernières secondes qui ont précédé l'événement, donc vitesse exacte au moment du choc, position de l'accélérateur, état du freinage, angle de direction, statut des ceintures, en fait tout le timing précis de ce qui s'est passé dans le véhicule pendant le choc. Et on n'est pas sur une reconstitution approximative, là on est vraiment sur le même principe que la boîte noire d'un avion. C'est un enregistrement physique de ce que vous faisiez dans les secondes avant l'impact. Alors, qui y accède? Eh bien, la police, après un accident, pas besoin d'autorisation spécifique, l'accès physique au véhicule sur les lieux suffit. Il y a un outil standard qui s'appelle le Bosch EDR et il se branche sur le port OBD2 ou directement sur le module EDR si la carrosserie est trop endommagée. Ça permet de générer un rapport forensique recevable comme preuve devant un tribunal. C'est pas un équipement réservé à des agences d'élite, tout enquêteur formé peut s'en procurer. Et les assureurs, eux, ne peuvent pas légalement accéder à ces informations en France. Donc là, nous avons l'EDR, c'est un témoin de l'accident qui récolte déjà des données à un instant précis. Maintenant, on passe à l'outil qui collecte en permanence des milliers de données sur vous. Ça s'appelle la TCU, la Telematic Control Unit. C'est le modem intégré de votre voiture.
Elle embarque une eSIM associée à un opérateur partenaire du constructeur, donc par exemple Orange pour Renault, Deutsche Telekom pour BMW ou Vodafone pour Mercedes. Et ce modem est un mouchard qui tourne en continu. Ce qu'il transmet, eh bien, GPS en temps réel sur chaque trajet complet, le comportement du véhicule au niveau de la conduite, donc des accélérations, des freinages brusques, la vitesse sur chaque tronçon, le niveau de batterie ou de carburant, des codes erreurs, et vous avez encore beaucoup d'informations comme les données de l'écran embarqué, donc ça va être la musique, les destinations saisies, l'historique d'appel, et tout ça, ça va remonter vers les serveurs du constructeur, à une fréquence que la plupart d'entre eux ne précisent absolument pas. Et vous vous en doutez, la transparence, c'est pas vraiment leur point fort. Donc oui, techniquement, là, quand vous montez dans votre voiture, vous tournez à la clé, vous enclenchez un trajet, eh bien, tout est collecté. On sait où vous allez, on sait exactement ce que vous faites, comment vous conduisez, et le constructeur sait exactement tout de vous. Vous ne pouvez pas vraiment désactiver la TCU. Si vous coupez la connectivité, vous perdez les appels d'urgence, la navigation, les mises à jour à distance, et la seule chose qu'on va vous proposer dans les paramètres, au mieux, c'est un écran de désactivation. Vous allez avoir l'impression du contrôle, mais en fait, vous ne désactivez rien du tout. Il faut bien comprendre que vous n'avez strictement aucune emprise sur ce boîtier. Vous avez peut-être déjà regardé mes vidéos sur la téléphonie mobile et vous voyez comment les données peuvent être utilisées pour vous géolocaliser et vous profiler. Eh bien, avec la eSIM embarquée, c'est exactement le même principe. Avec une réquisition, le mécanisme est exactement le même pour vous localiser via un opérateur. La eSIM est un numéro de téléphone qui est tout à fait exploitable pour la police. Si le constructeur collecte les coordonnées GPS de tous vos trajets, les données de l'eSIM embarquées sont des données exploitables également dans le cadre d'une enquête. Et côté police, les enquêteurs peuvent obtenir toutes les informations collectées en live par le TCU directement auprès du constructeur, ou physiquement en récupérant le boîtier et en exploitant les données directement sur votre voiture. Le 19 novembre 2025, la Cour de cassation a validé une réquisition adressée au pôle judiciaire de la gendarmerie pour obtenir les données de géolocalisation embarquées dans une voiture, dans ce boîtier de TCU, dans le cadre d'une affaire de vol. Il faut bien comprendre que le constructeur peut maintenir la géolocalisation de votre véhicule en temps réel et peut coopérer avec les forces de l'ordre pour un pistage à distance. Ce mécanisme qui permet de localiser un véhicule déclaré volé peut, dans un autre contexte, servir à suivre votre voiture dont vous êtes le conducteur. C'est un peu la version 2.0 de la balise GPS. Troisième système à bord qui récolte des données sur vous, le port OBD2 pour Onboard Diagnostic. Présent sur tous les véhicules depuis 1996, c'est le boîtier de diagnostic où quand vous voyez le mécano s'en approcher, vous savez que ça va vous coûter une blinde. À l'origine, c'est un outil de diagnostic mécanique. En pratique, aujourd'hui, c'est devenu une porte d'entrée utilisable par quiconque sur l'ensemble du bus de communication de votre véhicule. Les assureurs l'ont compris depuis longtemps, par exemple Direct Assurance avec YoDrive, Léocar, ces offres télématiques qui vous proposent un boîtier à brancher sur ce port-là en échange d'un scoring comportemental à partir de la vitesse, du freinage, des accélérations, des horaires de conduite, du kilométrage. Eh bien, avec tout ça, vous pouvez obtenir potentiellement une réduction de prime. Potentiellement parce que ces mêmes données, une fois collectées, peuvent alimenter des courtiers qui les revendent. J'y reviendrai dans une troisième partie avec le cas qui démontre un peu plus clairement ce problème. Bon, le vrai problème autour de ces dongles, ces petits boîtiers que vous pouvez brancher, eh bien, c'est la sécurité. En 2020, une étude présentée à l'Ucenix Security Symposium a analysé 77 dongles OBD2 sans fil vendus sur Amazon. Et le résultat, eh bien, c'est qu'au moins 2 types de vulnérabilités sur chacun d'entre eux a été découvert, sans exception. En 2017, des chercheurs ont démontré qu'avec un dongle, on pouvait l'exploiter à distance pour couper le moteur d'un véhicule en mouvement. En fait, quand vous utilisez ça, vous ne branchez pas un accessoire pratique sur votre tableau de bord. Vous ajoutez un tiers connecté au bus de communication de votre véhicule, sans audit de sécurité certifié, souvent avec des mots de passe jamais changés. Et ça, eh bien, c'est une porte d'entrée vers toutes vos données de véhicule. Quatrième espion et celui qui me préoccupe le plus pour vous au quotidien, c'est l'écran de bord. Quand vous couplez votre téléphone à une voiture récente, en filaire ou en Bluetooth, la voiture ne récupère pas juste vos contacts. Elle aspire votre journal d'appel, vos SMS, vos fichiers, des données d'application. En fait, c'est un véritable clone de votre appareil sur l'ordinateur de bord de votre véhicule. Et tout ça va rester en mémoire. Et cette mémoire, eh bien, elle ne se vide pas quand vous débranchez votre appareil. Vous partez avec votre téléphone, vos données, elles restent dans la voiture. Les enquêteurs de police disposent de très nombreux outils qui permettent de récupérer ces informations. Il y a différents standards mondiaux d'extraction forensique au niveau automobile qui sont utilisés par les forces de l'ordre sur tous les continents.
Il suffit de se brancher sur le port OBD2 et ils vont pouvoir tout récupérer. Et tout est aspiré en quelques minutes, tout ce qui a été laissé par votre téléphone. Donc ça va être contact, journal d'appel, message, historique de navigation, destination enregistrée. Mais en fait, vous pouvez avoir un téléphone totalement sécurisé, impossible à l'ouvrir sans le code de déverrouillage, mais peut-être qu'en réalité, la quasi-totalité des informations de votre téléphone en fait, sont clonées sur l'ordinateur de bord de votre voiture. Quand vous décidez de coupler votre téléphone à l'écran de bord de votre voiture, pensez à ça à l'avance. Tout ce que vous allez faire va laisser une trace qui sera possible de récupérer. C'est valable sur un véhicule quand vous le vendez et c'est valable également sur un véhicule de location. Android Auto et Apple CarPlay ne projettent pas seulement votre téléphone sur l'écran. Des données du véhicule remontent aussi vers Google ou Apple. Certains véhicules neufs vont même plus loin. Google est intégré directement dans le système de la voiture, sans que vous branchiez quoi que ce soit. Depuis 2022, Amazon Alexa est physiquement intégré dans les véhicules du groupe Stellantis, Citroën, Peugeot, Fiat et Jeep. Et ça, en fait, c'est un acteur de plus dans l'habitacle qui peut vous espionner également avec ses propres serveurs. La seule façon de ne pas alimenter cet écran avec vos données, en fait, c'est de ne pas coupler votre téléphone, ni en filaire, ni en Bluetooth. Deux points supplémentaires avant de passer à l'extérieur. Les assistants vocaux embarqués génèrent bien plus de faux déclenchements en voiture qu'à domicile. Les vibrations de la route, le bruit moteur, les sons ambiants créent des faux positifs permanents. Et ces enregistrements non sollicités partent sur les serveurs des constructeurs et des GAFAM. Certains conservent les transcriptions pour entraîner leur modèle d'IA. En France, le cadre de la réquisition pénale peut s'y appliquer selon qui est effectivement détenu par le prestataire. Ce microphone peut vous espionner malgré vous et sonoriser votre voiture à votre insu. Depuis juillet 2024, le règlement européen impose des systèmes DMS pour Driver Monitoring System sur tous les véhicules neufs sans exception. Ces caméras analysent votre regard, vos paupières, vos postures, mais certains systèmes actuels vont plus loin et tentent d'inférer en temps réel votre état émotionnel par l'analyse d'images IA. Pas seulement ce que vous faites, ce que vous ressentez. Des données biométriques de série existent déjà. On a la reconnaissance faciale et du démarrage par empreinte digitale, par exemple chez Genesis, avec, selon les essais presse, un stockage local chiffré dans le véhicule et des systèmes similaires chez Behind et Hyundai, des capteurs de rythme cardiaque, par exemple, dans les sièges ou les volants de certains modèles haut de gamme. Tout ça entre dans la catégorie des données sensibles au sens de l'article 9 du RGPD, celle qui nécessite une base légale renforcée et un consentement explicite. Et dans la grande majorité des cas, il n'existe pas de chiffrement de bout en bout entre le véhicule et les serveurs constructeurs. Quelqu'un qui a accès à ces serveurs peut accéder aux images, et ça, c'est pas une hypothèse théorique. Voilà, je sais que c'était dense, mais on vient de finir avec l'intérieur de votre voiture. Maintenant, on va passer à l'extérieur. Même si vous débranchiez absolument tout, pas de téléphone, aucun service connecté, aucun boîtier additionnel, la route elle-même est un outil de surveillance. Les véhicules de police et de gendarmerie équipés de l'API pour lecture automatique de plaques d'immatriculation scannent en permanence toutes les plaques qu'ils croisent, qu'ils dépassent, qu'ils voient passer. Des portiques fixes complètent ce maillage sur les axes principaux. Chaque lecture crée un événement géotemporel, plaque, lieu, heure, photo, immédiatement comparé aux fichiers de personnes recherchées et véhicules. Les données sans correspondance sont conservées 15 jours et des opérateurs privés déploient leur propre réseau dans les parkings, les zones à faible émission, les centres commerciaux, avec des durées de conservation souvent plus longues et sans les contraintes procédurales qui s'appliquent aux forces de l'ordre. Plus de 4000 radars sur les routes de France, dont plus de 3400 fixes. Chaque passage produit une photo, un horodatage, une localisation. Et en l'absence d'infraction, les données sont supprimées sous 24 heures. Et si une infraction, les données entrent dans le système de contrôle automatisé avec des durées de conservation allant jusqu'à 10 ans pour les délits routiers. Et là, vous gagnez une belle photo horodatée sans flash avec les occupants du véhicule. D'un autre côté, vous avez aussi les péages. Chaque passage va générer un événement, que ce soit la gare, l'heure, le montant, le sens, la destination. Avec un badge lisse, c'est nominatif. SANEF, par exemple, reconstitue automatiquement votre trajet quand la durée entre deux points de péage est anormale. Et ça, c'est pas une fonctionnalité cachée, c'est dans leur politique de confidentialité publique. Conservation des données de trajet, 5 ans. Sur réquisition judiciaire, les opérateurs autoroutiers transmettent toutes ces informations aux autorités. Les bornes de recharge aussi, d'un côté, s'y ajoutent avec l'heure d'arrivée, la durée de charge, l'énergie consommée, les identifiants de la borne, plaque d'immatriculation. Et toutes ces données sont conservées en moyenne 5 ans. Vous avez également le stationnement connecté. La CNIL elle-même a qualifié ce traitement de risque élevé pour la vie privée. Un stockage centralisé de plaques avec géolocalisation et horodatage peut conduire une collectivité à disposer d'un recensement de tous les véhicules ayant payé sur son territoire. EasyPark, QPark, Indigo, entrée, sortie de plaque, heure, toutes ces applications de parking collectent également énormément d'informations sur vous.
Vous avez également les applications GPS qui vont faire le reste. Vous avez Waze qui collecte votre localisation, même quand vous n'êtes pas activement en train de naviguer. Et Google Maps fait également pareil. Et maintenant, la phrase qui devrait vraiment vous arrêter. Une étude citée dans la plainte fédérale américaine contre General Motors établit que 4 points spatio-temporels suffisent à réidentifier 95% des individus dans un jeu de données de mobilité. Donc, d'un côté, vous avez le LAPI au rond-point le matin, vous avez le portique de péage à l'entrée d'autoroute, le radar fixe sur la nationale, la borne de recharge à l'heure du déjeuner. Et en fait, eh bien, sans traceur, sans aucun équipement sur votre véhicule, sans GPS, sans téléphone, sans aucun service connecté, eh bien, seulement avec ces événements de passage, vous produisez énormément de traces malgré vous qui permettent de vous suivre quasiment en temps réel sur l'ensemble du territoire. Et en fait, vous êtes totalement traçable complètement avec seulement 4 points. Quand on énumère tous ces points de collecte, en fait, on se rend compte que la surveillance est généralisée sur quasiment l'intégralité du territoire national. Je vais faire une petite aparté sur un constructeur qui mérite un traitement séparé parce qu'il est le champion de la technologie embarquée. Vous le connaissez sûrement, c'est Tesla. Paradoxalement, le constructeur le plus documenté publiquement sur ce qu'il collecte réellement. Et même avec ce niveau de transparence, ce qu'on découvre est considérable. Et je vous laisse penser à ce que ça dit sur les marques qui communiquent beaucoup moins que Tesla. Ce que Tesla collecte selon ses propres documents, donc ça va être la vitesse, le kilométrage, l'état de la batterie, les trajets, les signaux, des composants internes, l'historique de charge, des données de l'écran de bord, ça va être les clips vidéo embarqués dans certaines circonstances, le manuel du modèle Y écrit noir sur blanc que ces données peuvent être périodiquement transmises sans fil à Tesla via le système télématique du véhicule. La caméra habitacle, placée au-dessus du rétroviseur, capture l'ensemble de l'intérieur de la voiture. Par défaut, selon Tesla, les images restent dans le véhicule. Mais si le partage de données est activé et qu'un événement critique survient, eh bien de courts clips peuvent être envoyés. Tesla dit ne pas faire de reconnaissance faciale, ne pas identifier le conducteur et ne pas pouvoir vous fournir, via une demande d'accès RGPD, les clips, dashcam et Sentry Mode. Il reste en local, en théorie. Reuters a publié en 2023 une enquête sur ce qui s'est passé entre 2019 et 2022. Des employés de Tesla partageaient en interne, via la messagerie de l'entreprise, des images et vidéos captées par les véhicules des clients. Des scènes de garage privés, des accidents, des situations intimes, filmées par des véhicules garés dans des allées de maisons. Et l'outil interne, en fait, affichait la localisation des enregistrements, ce qui permettait d'identifier les domiciles des propriétaires. Tesla n'a jamais répondu à cette enquête journalistique. Et le cas le plus éloquent pour comprendre ce qu'un constructeur peut réellement fournir sur réquisition, c'est l'événement de Las Vegas le 1er janvier 2025. Un Cybertruck explose devant un hôtel. En quelques heures, Tesla a déverrouillé le véhicule à distance après qu'il se soit verrouillé automatiquement lors de l'explosion. Tesla a fourni aux enquêteurs des vidéos captées par des stations de recharge sur l'itinéraire depuis le Colorado et a reconstitué les déplacements depuis les données de charge embarquées. Le shérif a même publiquement remercié Elon Musk pour toutes ces informations précieuses qui ont permis de faire avancer l'enquête. En fait, en quelques heures, Tesla en savait suffisamment sur cette voiture pour aider les autorités à complètement retracer tous ces itinéraires et ces comportements. En fait, il faut comprendre la mécanique, c'est que même quand un constructeur dit que telle donnée reste locale, l'écosystème autour, donc données de charge, télémétrie, événements de sécurité, tout ça, en fait, ça peut suffire à reconstituer des déplacements en quelques heures. Et Tesla est une entreprise américaine basée à Austin. Le Cloud Act s'y applique. Les données des utilisateurs européens sont transférées aux États-Unis en permanence sous clause contractuelle type. Il faut imaginer que toutes ces données, finalement, nous échappent. Allez, maintenant, on va parler un peu d'argent, parce que toutes vos données, en fait, elles valent quelque chose. Et tous ces acteurs exploitent le filon. 84% des constructeurs peuvent partager vos données personnelles. 76% peuvent les vendre. 56% le font avec les autorités sur simple demande informelle. Pas besoin d'une réquisition ou d'une ordonnance. Ces chiffres viennent des politiques officielles que les 25 constructeurs ont eux-mêmes publiées. Et Mozilla les a lus. Il y a un cas bien documenté dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, le dossier GM OnStar. Entre 2020 et 2024, General Motors a vendu les données de conduite de milliers de conducteurs américains à deux courtiers en données, LexisNexis et Verisk. Ce qui était transmis, eh bien, freinage brusque, accélération brutale, franchissement de seuil de vitesse, statut des ceintures, horodatage précis, la géolocalisation était collectée toutes les 3 secondes. LexisNexis a transformé tout ça en un score de risque revendu aux compagnies d'assurance et les conducteurs en fait ont vu leur prime augmenter sans jamais être informés que leurs données avaient été collectées
scorée et retransmise. Et les revenus pour General Motors sur cette opération, eh bien, environ 20 millions de dollars. Ce qui rend cette affaire particulièrement propre comme démonstration, c'est la promesse initiale. La politique de confidentialité de General Motors affirmait explicitement ne pas vendre de données personnelles. Le procureur général de Californie a établi que cette déclaration était fausse. Un constructeur qui vous promet dans ses CGU ne pas vendre vos données et qui en tire un profit de 20 millions de dollars en les revendant pendant 4 ans, vous voyez, il y a quand même un problème. La FTC américaine a finalisé en janvier 2026 un ordre interdisant cette pratique pour 5 ans. La Californie a obtenu un règlement de 12,75 millions de dollars en mai 2026 et plusieurs autres États ont lancé leurs propres poursuites contre General Motors. Et dans son rapport annuel de 2025, General Motors a provisionné 500 millions de dollars pour couvrir l'ensemble des procédures et litiges qui ont été engagés suite à la découverte de cette revente de données. Aujourd'hui, il est parfaitement assumé que l'ensemble des constructeurs et des assureurs collaborent pour partager vos données et peut-être changer le tarif de votre assurance. En conséquence, de votre style de conduite. L'Europe n'a pas encore son équivalent public de scandale type General Motors, qui cible un constructeur précis sur la revente de données de conduite à des brokers d'assurance. La Commission européenne a reconnu en 2025 que l'accès aux données des véhicules connectés était insuffisamment encadré dans le droit de l'Union européenne. Traduction, le marché existe déjà en Europe, et peut-être qu'on ne le sait pas, et on essaye de le réguler après coup. Un mot sur les constructeurs chinois. La loi chinoise sur le renseignement national de 2017, article 7, impose à toute organisation et tout citoyen de coopérer avec le travail de renseignement de l'État. Sa portée extraterritoriale exacte est débattue entre juristes. Ce n'est pas automatiquement un mécanisme de réquisition extraterritoriale immédiate. Mais le Parlement européen l'a pris suffisamment au sérieux pour alerter sur le risque de surveillance que représentent les véhicules électriques chinois vendus en Europe. Et les États-Unis ont finalisé en 2025 une interdiction d'importation de composants logiciels de connectivité liés à des entités chinoises ou russes. En fait, vous voyez bien qu'avec tout ça, on rentre dans le risque géopolitique qui est pris au sérieux par les gouvernements. On n'est pas vraiment dans la théorie du complot. La possibilité que nos véhicules électriques, aujourd'hui, soient truffés de capteurs et collectent des informations, pas seulement pour le constructeur. Alors, face à cette collecte massive, qu'est-ce que vous pouvez faire à part sortir votre vieille R5 du garage? Honnêtement, pas grand-chose. Mais il y a quand même des gestes qui comptent. À la revente ou à la fin d'une location, pensez à faire un reset du système de bord depuis le menu principal du véhicule et à dissocier de votre compte constructeur depuis l'application mobile avant de remettre les clés. Ça prend 2 minutes et ça évite que votre successeur localise la voiture depuis votre compte ou que vous localisez celle que vous venez de vendre. Évitez d'acheter les dongles OBD2 tiers sans fil dont vous ne contrôlez pas la provenance. Un boîtier d'assurance télématique, c'est une décision à prendre en lisant réellement les conditions, pas juste pour la remise qu'on va vous accorder. Exercez votre droit d'accès RGPD auprès de votre constructeur. Vous avez le droit de demander ce qu'ils détiennent sur vous. La difficulté à obtenir des informations est elle-même une information sur la façon dont ils considèrent vos droits. Le rapport Medzia 2023 a identifié 2 constructeurs permettant à tous leurs conducteurs d'effacer l'intégralité de leurs données personnelles. 2 sur 25, donc c'est Renault et Dacia. C'est pas vraiment un palmarès dont ils devraient être particulièrement fiers, mais c'est la réalité du marché automobile aujourd'hui. Vos trajets de 2026 existent sur des serveurs. Vous ne savez pas combien de temps ils y resteront, vous ne savez pas qui aura accès à ces serveurs dans 15 ans, sous quel régime politique, dans quel pays, avec quels intérêts. Les régimes passent, mais les données, elles, restent. Et la question posée en début de vidéo, est-ce que vous avez consenti à tout ça? Techniquement, oui. Quand votre concessionnaire vous a fait activer le système connecté du véhicule, dans les conditions générales d'utilisation, page 47, dans une case à cocher sur un écran tactile, au milieu des vérifications de mise en service, vous avez accepté. C'est ce qu'on appelle un dark pattern. C'est pas un piège élaboré, c'est juste un consentement qui est rendu invisible par sa propre complexité, par son propre volume, par sa propre inertie. En fait, vous n'avez pas vraiment signé pour ça, mais en réalité, si, vous l'avez fait quand même. Page 47. Merci à Incogni, sponsor de cette vidéo. Si vous voulez déjà faire un peu de ménage chez les data brokers, le lien est en description. Il est encore temps de vous abonner à la chaîne, on débat de la vidéo en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le clavier.